c'est notre première conférence dans ce cycle qui vous aidera à préparer vos épreuves de baccalauréat. Et je donne tout de suite la parole au directeur adjoint de la bibliothèque universitaire de Belgrade, M. Adam Sofronijević. Dear students, welcome to University Library. Dear professor, thank you very much for indulging us and having you here to give this great lecture. And we're very happy to continue our collaboration and hosting French Academic Center at University Library. Thank you, Milica, very much. And I hope that you will enjoy today's program and that you will learn a lot from today's program. Thank you very much again for coming. Thank you. Okay, I leave you to the program. Thank you very much. Bien, comme on vous l'a dit, d'abord je remercie les instances universitaires, la bibliothèque universitaire, Madame Ovina Vert, pour permettre l'organisation de ce cycle de conférences qui, comme on vous l'a dit, sont prévues pour vous aider, vous préparer dans la perspective des épreuves du baccalauréat, directement ou indirectement. Et bien sûr, à chaque fois, et aujourd'hui, Madame Jankovic, donc, qui va nous présenter la première des conférences de ce cycle, ce premier cycle de conférences, donc vous inaugurez, sur un domaine qui est celui de sa spécialité, puisque son doctorat a porté donc sur Madame de La Fayette, et en particulier la Princesse de Clèves. Et vous savez que la Princesse de Clèves est non seulement une des œuvres au programme, elle n'est pas pour vous l'œuvre obligatoire, puisque vous en avez une autre, ce qui fera l'objet d'ailleurs de la seconde conférence, mais aujourd'hui, par la présentation que Mme Jankovic va vous faire des caractéristiques de cette œuvre, cela vous encouragera peut-être à présenter La Princesse de Clèves, qui est vraiment un classique, qui est au fond la matrice de ce que l'on appelle le récit français. Pensons à, par exemple, Proust, Gide, Yourcenar, etc. C'est la référence. Et peut-être vous inciter à choisir ou présenter donc la Princesse de Clèves pour la deuxième partie. Donc je lui laisse la parole puisque le temps est compté. Merci encore. Merci Monsieur Bonalas. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, j'aimerais de mon côté aussi remercier l'École française de Belgrade et particulièrement Monsieur Philippe Bonalas pour cette belle occasion de vous rencontrer. Et puis bien sûr le Centre francophone de réussite universitaire avec sa directrice et la bibliothèque universitaire représentée aujourd'hui par M. Sofronijević. Merci de pouvoir donc, merci de nous avoir donné l'occasion de nous adresser non seulement aux élèves de l'école française de Belgrade, mais encore aux élèves des autres écoles de la région. Et comme le temps court, je passe tout de suite au sujet. Je comprends que j'ai une mission très importante aujourd'hui, c'est celle de vous montrer en quoi ce roman nous parle encore aujourd'hui, en quoi il peut vous être intéressant. Même si peut-être à première vue, du fait de son cadre spatio-temporel qui vous est un peu lointain, et du fait de son style un peu dépouillé, il peut peut-être susciter un certain, disons, manque d'intérêt, mais je vous assure, il n'en est rien. Ce roman a été imité dans la littérature française et mondiale d'innombrables fois, et puis aussi il a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, dont certaines sont plus ou moins fidèles à l'œuvre, comme celle de Jean Delannoy et donc Cocteau des années 60 du siècle dernier, ou bien les adaptations plus modernes, qui sont plus proches de notre époque, comme les trois films intitulés La Lettre, La Belle Personne et La Fidélité. Et donc là déjà, puisque vous n'avez pas lu l'œuvre en intégrale, j'ai bien compris, vous pouvez deviner un peu l'intrigue. Vous voyez qu'il y a 3 noms de personnages principaux à partir des affiches des films. Ici aussi, donc sur les affiches du premier film, donc celui qui est vraiment fidèle à l'histoire et qui en respecte la couleur locale. Vous devinez qu'il y aura un triangle amoureux, disons,
plus ou moins, mais dont la fin ne sera pas heureuse, comme on s'y attend, de nos jours particulièrement. Là, nous sommes habitués à des romans d'amour, à des films d'amour à la fin plutôt heureuse, n'est-ce pas? Donc là, ce roman se rapproche d'une tragédie classique et rappelle une des grandes règles de la tragédie, pour citer un de vos auteurs au programme, Jean Racine, dans sa préface de Bérénice. Jean Racine dit « Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tous y ressentent de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. » On verra en quoi donc ce roman se rapproche de la tragédie classique et en quoi donc cette fin tragique reflète les affres passionnels d'un individu, disons, qui lutte. En fait, il ne lutte pas, mais il est confronté aux exigences des normes sociales de l'époque. Il est donc, il n'est pas entièrement libre d'exercer son autonomie. D'ailleurs, l'autonomie d'un individu est en termes anachroniques dans ce contexte. On va l'expliquer. Donc, en quoi ce roman nous parle-t-il encore aujourd'hui? Et en quoi représente-t-il, en quoi en fait reflète-t-il la difficulté d'être soi dans une société de ce qu'on appelle les honnêtes gens, terme que nous allons expliquer ou rappeler tout à l'heure? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Avant donc de nous plonger dans les parties cruciales du texte et de les commenter, il convient d'en présenter l'auteur. Madame de La Fayette, femme de lettres, disons la plus célèbre de l'époque classique française, aux côtés de Pierre Corneille, Jean Racine, Molière, etc., et fondatrice de ce qu'on appelle le roman psychologique moderne, le roman d'analyse. Donc ce roman sonde les profondeurs du cœur humain. C'est pourquoi je vous disais, même si le cadre spatio-temporel vous est un peu lointain, notre auteur ou autrice, tout comme ses contemporains, cherche à dévoiler les grandes constantes de la nature humaine auxquelles nous pouvons nous identifier encore aujourd'hui. Elle ouvre cette voie en 1962 par la publication d'une courte nouvelle intitulée « La princesse de Montpensier » et on y voit déjà ses thèmes de prédilection. Ce sont les malheurs, disons, d'une mal mariée, d'une jeune fille mal mariée, en fait mariée contre son gré, et qui, dans cette nouvelle particulièrement, sera corrompue, disons, puis délaissée par un homme autre que son mari et vivra une fin tragique. Outre La princesse de Montpensier, elle a publié un autre roman un peu plus du goût baroque, Zaïd. La princesse de Clèves est son chef-d'œuvre et elle a publié, en fait, ils ont été publiés à titre posthume, ces mémoires de la cour de France. C'est important de le mentionner parce qu'elle a été la dame d'honneur d'Anne d'Autriche et puis c'est quelqu'un qui a donc connu très bien de l'intérieur la cour française du XVIIe siècle et en a pu transcrire et donc déchiffrer les intrigues, les revers, disons les côtés brillants et les côtés sombres. Ils seront transposés dans ces romans, et dans ce roman particulièrement, dans une autre époque, au siècle précédent, donc au XVIe siècle, à la cour de Henri II, mais néanmoins, il ne faut pas s'y tromper,
c'est la société de son époque qui y est décrite. Et avant de nous plonger dans la lecture et les commentaires des parties particulièrement importantes, il faut comprendre de quelle société il s'agit. Et il faut comprendre les deux courants de pensée majeurs qui ont influencé Madame de Lafayette. C'est d'un côté la préciosité et de l'autre côté le jansénisme. Pour ce qui est de la préciosité, Madame de Lafayette était régulière dans des hôtels, ce qu'on appelait des hôtels particuliers, des salons. En fait, à l'époque, on ne les appelait pas des salons, mais des ruelles, etc. Des salons tenus par les grandes dames de la noblesse de l'époque, comme, j'imagine que vous en avez entendu déjà parler, Madame de Rambouillet ou Mademoiselle de Scudéry, où on débattait, on discutait, donc philosophie, morale, poésie, littérature, sciences, etc. De l'autre côté, elle était particulièrement proche au salon et au cercle orienté vers ce courant de pensée qu'on a mentionné, donc le jansénisme, qui représente un retour à la pensée augustinienne, un christianisme plutôt rigoureux et pessimiste. On verra pourquoi. Mais pour revenir pour l'instant à la préciosité. Ces précieuses, dont on a parfois une idée un peu erronée, ont laissé une trace importante dans l'histoire des revendications, on va dire proto-féministes, puisque ces femmes-là scrutaient l'institution du mariage, la naissance et les étapes des sentiments amoureux, donc des types d'attachement, disons, dont vous voyez ici une représentation allégorique. C'est la célèbre carte de Tendre, où Mademoiselle de Scudéry dissèque donc l'évolution des sentiments, le parcours vers ce qu'elle appelait le tendre sur estime, c'est-à-dire un amour qui repose sur le respect de la personne aimée, le tendre sur reconnaissance, un amour reposant sur la gratitude, et finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est le tendre sur inclination, c'est-à-dire cet amour passionnel. Il s'agit très souvent d'un coup de foudre irrationnel et qui s'avérera destructeur, une force destructrice qui dévore l'âme humaine à la manière d'un Racine, si vous voulez, puisque l'époque où Madame de Lafayette écrit et vit, c'est la seconde moitié du siècle. On y assiste à ce qu'on appelle la démolition du héros, pour reprendre une expression de Paul Bénichou, c'est-à-dire que l'optimisme cartésien de la première moitié du siècle et l'image du héros cornélien, le code de l'honneur, dont émane une sorte d'optimisme et foi en l'homme qui peut donc plier ses passions à sa raison et à ses besoins, et détruit pendant la seconde moitié du siècle, puisque, et le jansénisme y contribue entre autres, l'homme est vu chez Pascal, que Madame de Lafayette admirait, chez Racine, qu'elle admirait aussi, chez La Rochefoucauld, dont elle était une amie très très proche et même intime, etc. Donc l'homme est vu comme un être faible, soumis aux passions qu'elle n'arrive pas à maîtriser par sa raison. Elle est de par sa nature corrompue et quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à mériter la grâce divine s'il ne fait pas partie d'un petit nombre d'élus auxquels la grâce est déjà, disons, accordée au préalable. L'idée, c'est donc que l'homme est gouverné par ses passions, dont la plus dangereuse, et peut-être la plus forte, est l'amour-propre. Cette vanité qui sera très souvent donc mentionnée dans ce roman, qui est donc synonyme plus ou moins de l'ambition, des intérêts, toutes les intrigues qui se trament à la cour, et donc le sujet de prédilection de La Rochefoucauld, de Madame de Lafayette
aussi. En d'autres mots, l'amour-propre gouverne l'être humain et la princesse de Clèves, l'héroïne de notre roman, tombée amoureuse d'un homme autre que son mari, va chercher à arriver à un stade où, pour la citer, les passions peuvent la conduire, mais elles ne sauraient l'aveugler. Pour arriver à ce stade de repos, comme on disait à l'époque, de sérénité, de tranquillité, elle va parcourir un chemin douloureux. À la cour de Henri II, où sont confrontés, disons, il y a des intrigues autour des dynasties des Valois et des Bourbons, mais je n'ai pas le temps de vous présenter tous ces personnages-là, et d'ailleurs ne soyez pas rebutés par un grand nombre de personnages, il y en a 95 à peu près, mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les 4 personnages principaux, donc la jeune mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves, son mari, le prince de Clèves, sa mère, qui a forgé sa personnalité dans une grande mesure, si vous voulez, d'une manière décisive, et enfin le duc de Nemours, dont elle est amoureuse, dont elle tombe amoureuse par un coup de foudre à l'occasion d'un bal. Vous voyez ici une petite image, une photo tirée du film, de l'adaptation cinématographique. Cette société des honnêtes gens, qu'est-ce que l'honnêteté? Si on commence par la définition d'un dictionnaire du 19e siècle, celui d'Émile Littré, on y verra que le sens usité au XVIIe siècle, mais qui n'est plus guère aujourd'hui, de l'honnêteté est celui de conformité aux bienséances. Donc conformité aux normes sociales en cours à la société. Je vais juste voir ce qui se passe là parce que j'ai... Ah oui, donc là ça marche sur mon ordinateur, que la taille est un peu réduite. Donc honnête homme est celui qui a toutes les qualités propres à se rendre agréable dans la société. Le titre d'un traité très lu à l'époque, datant de 1630, celui de Nicolas Faré, s'intitule d'ailleurs « Honnête homme » ou « L'art de plaire à la cour ». Il s'agit donc de plaire dans une cour, pour nous éloigner de Henri II, de la dernière année du règne de Henri II et du début du règne de François II, la cour de Louis XVI est complètement dépendante de la personne du roi. Elle est à la fois brillante et disciplinée, et lieu de pouvoir, la cour est un lieu de sociabilité et de divertissement, un lieu où tout se passe, et donc être admis à la cour, c'est participer à la vie mondaine, aux activités sociales les plus enviées. Vivre dans le faste, ou comme le premier mot d'ailleurs de l'incipit du roman dit dans la magnificence, le luxe, assister à nombreuses fêtes qui sont données par le roi, etc., c'est aussi se plier donc à des règles, des codes et des enjeux de pouvoir et de rivalité qui sont parfois très, très cruels. Il n'est pas donc étonnant que dès le début du roman, le champ lexical de l'apparence apparaît. Il y a une entrée, si vous voulez, féerique à l'univers de cette cour, mais très vite, cette dimension féerique est brisée, il s'y introduit un champ sémantique, un champ lexical des apparences, et donc de la tromperie, de la violence des passions aussi, on le verra. Avant donc de lire l'incipit, finissons par cette définition de l'honnêteté, de l'honnête homme, pour reprendre encore une définition de Jean Roux. L'honnête homme remplace le héros dans une société où il ne s'agit plus de s'affirmer par l'action, mais de s'intégrer, de se soumettre et de complaire. Et il faut également comprendre une différence, si vous voulez, liée au genre, bon, si vous voulez au sexe de l'époque. Tout comme Nicolas Faré, l'auteur de ce traité que je viens de mentionner, le dit, l'honnêteté des femmes, c'est la chasteté, la modestie, la pudeur, la retenue. Et l'honnêteté des hommes,
c'est la civilité des manières, donc une manière d'agir juste, sincère, courtoise, obligeante, civile. Il n'est donc pas étonnant que dans cette société, ce sont les femmes qui reculent, qui se comportent d'une manière un peu évasive, si vous voulez, face aux hommes auxquels ce qu'on appelle les galanteries sont plus ou moins permises sans problème. Voilà ce que notre auteur nous en dit. Comment donc elle nous introduit à cette cour. Alors là, pour le texte, je ne suis pas sûre que vous le voyez, mais je vais lire de toute façon. Donc l'incipit de ce roman. La magnificence et la galanterie, prenez-les dans les sens le luxe et l'élégance des manières, n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne d'Henri II. Voyons quelles sont les qualités attribuées à ce roi et puis aux courtisans. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y a plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Donc déjà, ce premier paragraphe nous permet de voir que la violence est liée à la passion et que les marques de passion du roi envers sa maîtresse, Diane de Poitiers, ne sont pas cachées. Donc c'est une sorte de secret public, si vous voulez, une chose sue, qui est donc qui n'est pas, tout simplement n'est pas cachée et dont plusieurs personnes tirent profit. Voilà comment. Et on continue par la description du roi. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse et de paume, des ballets, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout, et elle paraissait elle-même, avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de la Marque, sa petite fille, qui était alors à marier. Nous en sauté une petite partie pour voir comment la narratrice ou le narrateur, en fait, on ne connaît pas le sexe, introduit la reine. La reine est ambitieuse. L'humeur ambitieuse de la reine, Catherine de Médicis, lui faisait trouver une grande douceur à régner. Il semblait qu'elle souffrit sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois, et elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments, et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, c'est-à-dire la présence des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle, où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits. Et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Donc vous voyez comment l'expression est un peu hyperbolique, donc il y a un degré d'intensité élevé et donc cette entrée, disons, féerique à la cour de Henri II, tout en superlatif, est déjà petit à petit brisée par l'introduction de ces mots comme dissimulation, apparence, etc., que mentionnera d'ailleurs la mère de la jeune mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves, en guise d'avertissement à sa fille, et que le narrateur souligne un peu plus tard en des termes suivants. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et de cabales différentes, et les dames y avaient tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. On y voit aussi, donc à part ce qu'on appelait les galanteries dans le sens de liaison adultérine,
que le mariage à l'époque est une affaire plutôt politique et familiale qu'amoureuse. Personne n'était tranquille ni indifférent. On songeait à s'élever, à plaire, à servir ou à nuire. On ne connaissait ni l'ennui ni l'oisiveté et on était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. C'est ce divertissement pascalien où notre jeune héroïne entre à l'âge de 15 ans, dans sa 16e année, dit donc le narrateur. Sa mère l'introduit à la cour et voyons comment elle y fait entrer. Il faut particulièrement remarquer que le portrait de la princesse, à la fois physique mais beaucoup plus donc, moral, est parsemé des mots relevant du champ lexical de la vue. Dans cette cour, cet univers d'apparence, il est de première importance de se montrer, d'être vu et de cultiver une réputation d'honnête femme qui sera l'idéal suprême de conduite pour notre héroïne. Alors, juste une petite seconde. C'est la page 29 dans notre livre. Voilà. Il parut alors une beauté à la cour. Observez donc la métonymie ou la synecdoque si vous voulez, qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Vous voyez comment ce grand parti, le bon parti, donc, est mis en avant. Le fait que c'est une des plus riches héritières qui est partant un grand parti, donc une fille à marier environ. Son père était mort jeune et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille, mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, l'aspect extérieur si vous voulez, la beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. Et comment le faisait-elle ? Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Et elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements, et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Donc déjà, ce que la mère inculque à sa fille, c'est l'idéal de la vertu, l'importance de la réputation dans cette société où elle va évoluer, et donc l'idéal du repos, ici donc la tranquillité, plus tard dans le roman, très souvent donc revenant sous le terme de repos, une sorte de sérénité si vous voulez, absence de passion qui agite l'âme humaine. Mais malheureusement, le mari, donc le prince de Clèves, n'inspire aucune inclination, c'est-à-dire n'inspire pas de passion à la princesse. Elle n'a pour lui que de l'estime et de la gratitude parce que, suite à un cours d'événements un peu malheureux, elle est restée sans prétendant.
mais pour ne plus entrer en détail, elle tombe amoureuse du jeune duc de Nemours, qui a une réputation de séducteur, qui est très beau et donc galant. Et petit à petit, elle découvre cette passion. Et toutes les étapes qu'elle va traverser, y inclut la jalousie, y compris la jalousie que nous allons commenter si le temps nous le permet. Un autre point donc important dans le récit, c'est la mort de la mère. Sur son lit de mort, Madame de Chartres, qui dit, donc le narrateur admirait la sincérité de sa fille parce qu'il n'y en avait jamais personne n'en a eu une si grande et si naturelle. La princesse de Clèves, c'est quelqu'un qui raconte tout à sa mère, tout ce qui se passe à la cour, toutes les galanteries, donc les avances qu'on lui fait et qui sont potentiellement dangereuses pour sa réputation. Mais elle lui cache cet amour naissant qu'elle ressent envers le duc de Nemours, d'ailleurs parce qu'elle n'ose se l'avouer à elle-même non plus, dans ce lieu d'apparence où sa mère l'avait déjà avertie. Ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. Et donc, sur son lit de mort, Madame de Chartres s'adresse à sa fille comme suit. Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmente le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination, mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous devez à vous-même et, donc soulignons, pensez que vous allez perdre cette réputation que vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes ou trop difficiles. Quelques affreux qui vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Et donc la galanterie est ici à comprendre dans le sens d'aventure extra-conjugale, donc en dehors du mariage. Vous voyez une sorte d'avertissement qui va peser lourd sur la conscience de la princesse. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvez obliger à ce que je vous souhaite, je vous dirais que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Donc de perdre cette réputation d'honnête femme. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. La princesse va donc garder fort enraciné dans sa conscience ces mots de sa mère, et comme elle restera sans ce guide important dans cet univers dangereux, elle va tenter plusieurs fois de quitter la cour, de se retirer à la campagne, mais sous pression de son mari, et donc des obligations sociales, disons, elle finit par, ce qui peut nous étonner, et ce qui a étonné les contemporains de Madame de Lafayette, elle finit par avouer à son mari l'amour qu'elle ressent pour un autre homme, afin que son mari l'aide à ne pas tomber dans l'adultère, à donc fuir la vue de l'homme dont elle est malheureuse. C'est un acte tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, la rumeur en cours à la cour et donc tout le monde la juge invraisemblable parce que il n'y a pas de femme. D'ailleurs, c'est un autre personnage, la dauphine, Marie Stuart, qui le reproche à la princesse de Clèves. Vous êtes la seule femme au monde qui fasse confidence à son mari de toutes les choses qui lui arrivent. Et donc, la conscience de la princesse est déchirée dans ce qu'on appelle le roman d'analyse
dont Madame de La Fayette est la fondatrice, si vous voulez. L'essentiel est, pour citer l'auteur d'une belle édition dédiée au bac de cette année, que je vous montrerai plus tard, c'est André Jean. Il y a des dialogues et des monologues intérieurs, des pauses dans le récit, dans le schéma événementiel, au cours desquels les personnages font retour sur leur expérience propre ou sur ce qu'ils savent de l'expérience des autres, sont accompagnés des passages de crise. Un de ces passages de crise, un de ces monologues intérieurs de la princesse, arrive au moment où elle reste, en fait, après le soir, où elle reste seule avec le duc de Nemours, à essayer de recopier de mémoire une lettre perdue qui lui est prétendument adressée. Voyons comment elle est, et donc à quel point elle est déchirée, à quel point il y a cette lutte entre la raison, le devoir d'un côté et l'amour de l'autre. L'amour ici donc lié à la jalousie en plus. Je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue bien sûr, mais je souligne au passage. Je le retrouve ici dans le livre que j'essaie de vous montrer sur l'écran pour accompagner la lecture. Voilà. Comme le temps court, je vais abréger la lecture, mais il faut quand même donc, souligner les points importants. Nemours, le duc de Nemours, son bien-aimé, quitte sa maison et Madame de Clèves reste seule. Madame de Clèves demeura seule et sitôt qu'elle ne fut plus soutenue par cette joie que donne la présence de ce que l'on aime, elle revint comme d'un songe. Il y a, si vous voulez, un moment de lucidité où elle se rend compte, elle scrute son intériorité, elle se rend compte de l'intensité de la passion qu'elle ressent et de l'horreur. Elle en ressent également l'horreur, donc la crainte de tomber dans une sorte d'adultère. Elle revint comme d'un songe. Elle regarda avec étonnement la prodigieuse différence de l'état où elle était le soir d'avec celui où elle se trouvait alors. On va sauter une petite partie. Quand elle pensait qu'elle s'était reproché comme un crime le jour précédent de lui avoir donné des marques de sensibilité que la seule compassion pouvait avoir fait naître et que, par son aigreur, elle lui avait fait paraître des sentiments de jalousie qui étaient des preuves certaines de passion, elle ne se reconnaissait plus elle-même. Elle se pose des questions suivantes. Elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion, de la passion d'un homme à réputation de séducteur, n'est-ce pas? Mais quand je le pourrais être, disait-elle, qu'en veux-je faire? Veux-je la souffrir? Veux-je y répondre? Veux-je m'engager dans une galanterie? Veux-je manquer à Monsieur de Clèves, ses obligations de femme mariée? Veux-je me manquer à moi-même et donc au principe qu'elle s'imposait à elle-même suite à l'éducation inculquée par sa mère? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Et voici le moment de la prise de conscience. Je suis vaincue et surmontée par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Donc tous ces efforts sont vains. Elle ne voit pas d'autre issue que celle de se retirer de la cour. Et cet écart entre l'être social et l'être privé, si vous voulez, est peut-être le mieux perceptible dans un passage où le duc de Nemours
s'approche de sa maison à la campagne et la regarde se plonger dans une sorte de rêverie amoureuse en contemplant un tableau où se trouve le portrait du duc de Nemours, entre autres, où elle se donne dans une sorte de, comme j'ai déjà dit, rêverie amoureuse, et on entrevoit un léger érotisme, donc un érotisme un peu diffus, si on peut dire comme ça. Le duc de Nemours observe donc la princesse dans son cabinet, dans sa pièce privée, dans sa chambre la nuit, à la campagne, dans une jolie maison. Et voici comment ce passage est donc, que cette situation est décrite. Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns, et M. de Nemours remarqua que c'étaient des mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de M. de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. Mais c'est le souci de réputation qui l'emporte, si vous voulez, et finalement, après que le mari de notre héroïne, après que le prince de Clèves est mort, elle est libre d'épouser l'homme qu'elle aime, le duc de Nemours, mais elle le rencontre une seule fois pour refuser cette possibilité. Elle lui présente deux raisons, dit-elle. La raison de son devoir, ce qu'elle doit à la mémoire de son mari, et la raison de son repos. Parce que trouvant la jalousie le plus grand mot qui existe, elle ne veut pas s'hasarder dans un mariage, si vous voulez, où elle souffrira, puisque Monsieur de Nemours, une fois avoir conquise, disons, perdra tout intérêt et se tournera vers d'autres femmes. Il y a donc deux raisons qui rendent ce roman toujours intéressant, parce qu'on y voit s'entrecroiser une raison évidemment strictement sociale, celle de devoir, et une autre, celle de repos, qui est individuelle, mais où l'on voit que à l'époque où le récit est situé, à l'époque où Madame de Lafayette vit et écrit, d'autres issues plus heureuses, des fins plus heureuses, étaient peu probables. En fait, en réalité, la princesse de Clèves peut nous sembler étrange par cet acte de refus final. Pourquoi se refuse-t-elle à un homme qu'elle aime et dont elle est aimée? Mais à y réfléchir plus profondément et surtout à nous rappeler ce qu'on a dit de l'influence précieuse et surtout janséniste qu'a donc subi Madame de Lafayette, on comprendra que cet être épris de transparence et de sincérité choisit une mort sociale, choisit donc de se retirer de la cour, d'abord dans sa maison à la campagne, mais puis encore ensuite, donc par la suite, encore plus loin, dans une maison religieuse, dans un couvent, et dans sa maison aux Pyrénées, où elle finira ses jours très très jeune. Donc l'action dure 1 an, et pendant 1 an, la princesse a évolué
au stade où elle peut dire non à un homme qu'elle aime pour des raisons à la fois sociales et privées, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt donc le côté social, puisque votre parcours, un de vos parcours intitulé « Individu, morale et société », n'est-ce pas? Et par cette mort sociale, elle cherche à rester digne de la mémoire de son mari, donc digne d'elle-même, et donc toujours fidèle à cette réputation qu'elle s'est forgée, entre autres grâce à l'éducation inculquée par sa mère, et à fuir les affres de l'amour destructeur face auxquels son calme, son contrôle et sa lucidité s'avèrent impuissants. Elle voit sa volonté défaillir, si vous voulez, malgré toutes les résolutions, toutes les précautions pour ne pas faillir, ou pour reprendre les paroles de sa mère, pour ne pas tomber comme les autres femmes dans une liaison adultérine, mais l'amour, donc la passion qui la dévore est plus puissant, et elle choisit cette voie de fuite et cette mort sociale qui va précéder à la mort physique. Concluons, puisque le temps ne nous permet pas d'approfondir davantage. Dans notre roman sont opposés le devoir social, familial, et le bonheur individuel. On est toujours loin de cette époque, vous verrez dans le prolongement de votre parcours, du XVIIIe siècle, où l'individu commence à s'affranchir des entraves, des contraintes sociales petit à petit, à des prix plus ou moins chers ou non. Et ici, donc, la princesse reste victime des normes sociales, choisit de se plier à ces normes au détriment de sa vie même, et donc semble avoir atteint un état de ce qu'on peut appeler sagesse morale pour une jeune femme qui a donc à peine 17-18 ans au moment où elle meurt. Donc elle se libère des passions pour trouver l'apaisement et accède à ce qu'on peut appeler un héroïsme tragique, en choisissant de vivre dans la solitude, loin de la cour, suivant les préceptes de, je rappelle encore une fois, l'éthique janséniste, de la condamnation du divertissement, de l'agitation et de la vanité des hommes, guidés par l'amour-propre, l'ambition, les passions, au profit du repos. On peut bien sûr discuter si cette décision est, de notre point de vue contemporain, donc bonne ou non, mais je vous laisse donc d'abord lire ce roman. J'espère avoir attiré votre attention vers ce récit qui, comme je disais au début, même si dépouillé, peut-être un peu lointain, scrute les profondeurs, les tréfonds de l'âme humaine et les constantes de la nature humaine auxquelles nous pouvons tous donc, nous identifier, même aujourd'hui. Et pour, comment dirais-je, pour évoluer sur ce chemin de lecture, je vous recommande 2 sources dont je me suis servie, de très bons livres que j'ai cités par-ci par-là. Donc les 2 belles éditions de Hatier et de Petit classique de Larousse, accompagnées du parcours 2021, Individu, morale et société, et donc commenté par Anne Régent pour la première et Mathilde, Isabelle Lafargue-Galvez pour la seconde. Ce sont des livres qui peuvent vous aider dans votre parcours. Et si vous choisissez ce roman, finalement, n'hésitez pas à, si vous voulez me contacter pour chercher conseil ou éventuellement discuter plus à fond, puisque là c'était une sorte d'entrée en matière, une sorte d'introduction. Je voulais donc vous
vous expliquer pourquoi ce roman nous intéresse et en quoi il, pour mettre un point final, illustre la difficulté d'être soi et la lutte d'être soi et donc pose cette grande question répondant à votre parcours. L'individu peut-il se défaire du parcours prévu pour lui par la société et en particulier quand il s'agit d'une femme soucieuse de conserver sa réputation. Là, je mets un point final pour demander s'il y a des questions de votre part. D'éventuelles questions? Oui. Pourquoi avoir choisi cette œuvre, cet ouvrage? Pourquoi moi j'ai choisi cette œuvre? Plus particulièrement lui au lieu d'un autre de Madame de Lafayette ou d'un autre auteur. Alors, en ce qui concerne mon parcours doctoral, je peux dire que d'un côté, j'étais attirée par le fait que c'est un des premiers romans où une femme dit non à l'homme qu'elle aime. Donc jusque-là, on était habitué et surtout pour la première moitié du siècle, si vous connaissez un tout petit peu le roman baroque et précieux, il s'agissait de très longs romans où des héros traversaient des aventures, des mésaventures peu vraisemblables pour aboutir à une fin heureuse où tout allait bien. Et là, donc pour la seconde moitié du siècle, ce sont surtout les malheurs de la mal mariée, comme a défini cette production romanesque d'une longueur bien moindre. Donc il s'agit de petits romans, on les appelait à l'époque des nouvelles petits romans, orientés vers l'analyse psychologique. Et donc là, on voit pour la première fois une jeune femme dire non à l'homme qu'elle aime au moment où elle est libre de l'épouser. Donc je me suis posé la question pourquoi, même si on y avait répondu d'innombrables fois, mais j'ai essayé également d'y accéder d'un point de vue, en fait, d'essayer d'en faire une relecture, si on peut dire, féministe, entre guillemets. C'est-à-dire d'introduire les théories de genre, études de genre, dans la lecture d'une œuvre classique. Si j'ai réussi, je n'en sais rien, vous pouvez lire donc plus dans ma thèse de doctorat. Mais une des choses qui m'a particulièrement intéressée, donc un des faits qui m'a intéressée, c'est ce côté-là. Donc la prise de parole d'une jeune femme et son refus. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Vous utilisez le mot féministe. Comment pourriez-vous expliquer en une phrase pourquoi il ne faut pas coller par défaut une connotation négative à ce qualificatif? Ah oui, en une phrase. Le terme étant contaminé dans le discours public, on a, donc je ne suis pas sûre si j'ai bien entendu la fin de la question, mais j'espère l'avoir bien entendu. On a parfois besoin de nous justifier et donc de concourir à d'autres termes, mais là, je suis plutôt partisan de l'idée qu'il ne faut pas, disons, prohiber, bannir un terme parce qu'il a été contaminé dans le discours public, mais essayer justement d'expliquer en quoi il est important. Et donc, puisque je n'ai pas entendu la fin de la question, je ne suis pas sûre d'avoir répondu. J'ai dû définir en une phrase en quoi l'approche féministe n'est pas négative. Ah, n'est pas négative. Il y a une acception du terme prédominante aujourd'hui où les femmes qui l'utilisent se sentent obligées de s'excuser, Voilà. de se justifier. Voilà, justement. Dieu me garde d'être féministe. Voilà, On justement. l'entend souvent à la télé. Bien sûr, parce qu'on nous dit, donc surtout dans le discours dans l'opinion publique, qu'une femme féministe, c'est quelqu'un qui déteste les hommes et qui veut détruire l'institution du mariage, de la famille, etc. Et donc, contrairement à ce préjugé tout à fait négatif et donc mal fondé, si vous lisez, si vous êtes amateur de livres et que vous suivez la production littéraire depuis le XIVe siècle même jusqu'à nos jours, vous pouvez voir
graduelle prise de parole de la part des auteurs, des femmes auteurs donc, et d'autres femmes qui luttent pour une émancipation consistant à participer dans une même mesure aux métiers réservés aux hommes, pouvoir se déclarer librement auteur, parce qu'à l'époque où nous nous trouvons aujourd'hui grâce à cette conférence, c'est-à-dire au XVIIe siècle, Madame de La Fayette, elle n'était pas la seule d'ailleurs, et il ne s'agissait pas uniquement des femmes, il faut le souligner, mais elle n'osait pas avouer donc, la parenté de ses œuvres. Là, vous voyez le frontispice, et donc il n'y a pas de nom d'auteur. La princesse de Clèves est apparue sans nom d'auteur. Et ces autres œuvres ont également été publiées soit sous l'anonymat, soit sous le nom d'un de ses amis ou collaborateurs, dont Segret par exemple, Jean Segret. On n'osait pas, les femmes n'osaient pas se déclarer auteur. Et cette situation a duré longtemps pour qu'on puisse se permettre aujourd'hui de dire le féminisme n'a rien fait ou le féminisme se réduit à une sorte de lutte entre les sexes, etc. Je pense qu'il faut continuellement rappeler qu'il y a encore des terrains à conquérir, disons, pour ne devoir plus se justifier. Voilà. Pour sa prestation. J'espère qu'elle a su vous inciter au fond à faire cette lecture, mais j'allais dire à dépasser le simple cadre utilitariste de l'oral. En plus, vous avez une invitation pour ceux qui choisiront avant de m'envoyer, parce qu'ils doivent faire une vidéo analytique sur l'œuvre. Donc là, vous avez une aide précieuse pour ceux qui le feront. C'est disons, une œuvre fondamentale dans la culture française. Et en vous écoutant, ça me faisait penser, donc au-delà de cette préoccupation strictement utilitariste, à un ancien élève de l'école française, maintenant qui est étudiant en médecine, et qui justement a ouvert sa curiosité, et pour entrer, si vous voulez, des candidats à l'INSERM, donc on est dans le cadre purement scientifique, est un oral de culture générale. Et ce qui a favorisé au fond le choix, indépendamment des compétences, parce qu'ils étaient les meilleurs candidats pratiquement au niveau égal, c'était cette culture générale qui a impressionné le jury, justement, parce qu'il connaissait ces œuvres fondamentales. Et là, vous avez une incitation, j'allais dire, ceux qui pensent aux études scientifiques, ou, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, vu les oraux que j'ai fait passer, dans le domaine des sciences politiques, diplomatie, etc., c'est une œuvre j'allais dire, qu'on ne peut pas ne pas avoir vue. Il s'agit d'un texte vraiment limpide. Donc là, les éditions que je vous ai recommandées sont parsemées d'explications. Donc là où il y a des mots dont le sens, dans le français classique, diffère du sens moderne, il y a des explications, des définitions tout à fait claires. Et donc je pense que c'est un texte. D'ailleurs, il s'agit d'un roman court et donc limpide que je vous invite à lire parce qu'il sert de base à d'innombrables histoires d'amour littéraire nées par la suite, et dans la littérature française, et dans la littérature mondiale, et au cinéma, comme vous avez vu. Donc voilà, je pense que c'est une bonne raison de le lire. Voilà. Merci encore, Mme Jankovic, et bien sûr à Mme Wienerberg de vous accueillir ici. Et puis, donc, vous avez commencé un premier cycle d'une série de conférences qui sont là, justement, pour vous inciter, vous aider à approfondir et à briller, bien sûr. C'est moi qui vous remercie de votre présence. Je suis ravie de vous rencontrer, surtout en cette période d'enseignement en distanciel où on croise très très rarement les étudiants. Donc c'est d'autant plus un plaisir. Et merci M. Bonolas encore une fois.